Nous sommes toutes les deux avocates en droit des affaires à Marseille et on a l'habitude de travailler ensemble sur des dossiers. On était dans le même cabinet avant. On s'est dit qu'une petite présentation d'actualisation sur le droit en vigueur pouvait être utile parce que finalement, en tant que chef d'entreprise, nous sommes tous concernés, on est tous confrontés à un moment ou à un autre à cette situation. On a des interrogations, que ce soit en termes de contrat, parce que soit nous devons une prestation de service ou une obligation de faire, ou alors on peut être créancier d'une telle obligation. Et donc parfois on peut être confronté à un co-contractant qui ne peut pas ou ne veut pas s'exécuter compte tenu des circonstances, parce que matériellement ça peut être impossible, etc. Et donc on va vous présenter brièvement, parce que le propos ne peut pas être exhaustif parce qu'on pourrait y passer des heures, mais on va vous présenter brièvement en 3/4 d'heure un peu les différents dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement, parce que je ne sais pas si vous avez certainement vu passer, mais il y a eu une multitude d'ordonnances et de décrets qui ont été pris pour adapter, aménager cette période inédite afin d'assurer la continuité de la vie économique en France. Donc, je vais d'abord aborder, comme je vous l'ai indiqué, la question des contrats en cours. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez tous, dès que vous passez des contrats, vous avez des contrats à honorer. Donc, ça va être, je vais commencer par les obligations de faire. Donc, ça va être par exemple une prestation de service. À partir du moment où il y a une relation entre deux entreprises, on a un contrat. Forcément, dans le cadre de la période d'urgence sanitaire, il y a eu il y a beaucoup de difficultés qui ont émergé, notamment des acteurs économiques qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas exécuter, ne serait-ce que partiellement leur contrat. Et par exemple, dans la plupart des contrats, il y a des sanctions qui sont prévues. Donc, par exemple, en cas de retard de livraison, où on peut prévoir des astreintes, des clauses pénales, ou encore des clauses de déchéance, des clauses résolutoires quand l'un des co-contractants n'exécute pas du tout ses obligations, commet une faute dans la relation. On peut prévoir une clause résolutoire qui peut être invoquée pour résilier le contrat. Et bien, par ordonnance, le gouvernement a prévu un report de ces sanctions. Donc, pendant toute cette période de protection, donc on a une période de protection qui court depuis le 12 mars dernier jusqu'au 24 juin prochain. Et donc, pendant cette période de protection, le débiteur d'une obligation, donc par exemple, qui aurait beaucoup de retard dans une livraison, on l'exemple d'un importateur de pâtes et qui accuse un retard, enfin son fournisseur ne lui a pas livré à temps les pâtes dont il avait besoin. L'importateur est embêté parce que, surtout au début de la période de protection, tout le monde s'est rué dans les supermarchés. Bon, cet importateur, est-ce qu'il peut invoquer les sanctions contractuelles qui, d'ordinaire, il aurait pu invoquer? En l'occurrence, là, le gouvernement a fait en sorte que, pour ne pas pénaliser trop et fragiliser les acteurs économiques, le gouvernement a fait en sorte de reporter ces sanctions. Pendant cette période de 3 mois et demi, le créancier ne peut pas invoquer, ne peut pas faire jouer ces sanctions. Alors attention, ça ne veut pas dire que le débiteur de l'obligation peut demeurer impuni, entre guillemets. Le créancier retrouvera son droit d'agir, c'est juste pendant une période donnée. Se pose la question, cette fois, par exemple, en cas d'impossibilité totale d'exécuter le contrat. Là-dessus, sur ce point, je laisse la parole à Chloé qui a approfondi le sujet et notamment sur le cas de la force majeure. Je reviens sur un point qui est quand même qui va être le fil rouge des propos qu'on essaye de vous faire passer avec Marion au cours de cet atelier, c'est qu'il faut savoir qu'il y a le droit, il y a la pratique du droit et la mise en exercice. C'est encore plus prégnant aujourd'hui avec la crise sanitaire qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a toutes les mesures juridiques qui vont être mises en place par l'État pour accompagner. Et puis, il y a aussi toutes les bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre en tant que commerçant pour faire face à cette situation. Ce qui est important, c'est de connaître ces outils juridiques
pour pouvoir mieux négocier, pour être plus fort dans sa négociation, parce qu'on sait quels outils juridiques sont au-dessus de nos têtes en tant que coup près ou en tant qu'aide. Donc, bien évidemment, donc le Covid a eu énormément d'impact sur les contrats en cours. Donc, l'État a pris des parts ordonnances, a pris des mesures pour essayer de préserver les acteurs économiques, de doter au maximum les sanctions. Néanmoins, le droit en temps normal prévoit un dispositif qui s'appelle celui de la force majeure et l'impossibilité d'exécuter en cas de force majeure. Alors, aujourd'hui, on s'avance un petit peu sur cette notion de force majeure qui est que c'est pas nous qui avons la main sur cette qualification, ça restera le juge au bout du compte. Donc la force majeure, c'est un événement qui est par nature imprévisible et insurmontable ou irrésistible et extérieur. Donc bon, c'est pas nous qui avons introduit le Covid dans notre exercice. On n'a pas pu le surmonter parce que de toute façon, c'est l'État qui a décidé d'arrêter une partie de l'activité et c'était imprévisible. Je pense qu'il suffit de voir ce qu'on a pensé de la première allocution de Macron, du vendredi au lundi, personne ne pouvait prévoir le renversement de l'activité économique. Donc, même si aujourd'hui on n'a pas de décision définitive sur la qualification de force majeure, ça nous permet de se dire que cette qualification va être retenue. Quelles sont les conséquences d'une force majeure? Quand on ne peut pas exécuter une prestation du fait de la force majeure, on ne peut pas être sanctionné. C'est la notion de risque collectif à la charge de la société, on ne peut pas être sanctionné du fait de cette inexécution. Donc Valérie nous demande, est-ce que l'on peut obtenir un remboursement des cotisations professionnelles d'assurance pro, voiture par exemple, du fait du confinement et de l'empêchement de travailler pendant 2 mois, et ce, du fait de la force majeure? Avant de répondre, je vais juste faire une petite parenthèse de rebondir sur la force majeure dans le cadre d'une obligation de payer. Parce que tout à l'heure, Chloé a évoqué la force majeure pour une obligation de faire ou une prestation de service, etc. Et c'est différent dans le cadre d'une obligation de payer. Depuis toujours, en fait, le législateur n'a jamais reconnu la force majeure dans le cadre d'une obligation de payer. Ça a toujours été en débat, mais là-dessus, la jurisprudence semble assez constante. Alors, encore une fois, là, les circonstances vont peut-être amener le législateur ou les magistrats à changer de position, mais jusqu'alors, à partir du moment où on est débiteur d'une obligation de payer, on ne peut pas invoquer la force majeure pour suspendre le paiement et s'exonérer de son obligation. Effectivement, on doit s'exécuter. En revanche, pour les baux commerciaux, le gouvernement a prévu un dispositif, donc encore une fois, il est passé par voie d'ordonnance et par décret pour suspendre le paiement des loyers dans le cadre d'un bail commercial. Alors attention, c'est à des conditions très strictes, au moins 6 conditions pour pouvoir prétendre à suspendre le paiement de son loyer quand on est lié par un bail commercial. Tout d'abord, il faut avoir un effectif égal ou inférieur à 10 salariés, générer un chiffre d'affaires de moins d'1 million d'euros pour l'exercice précédent. Si on est dans le cadre d'une association, être assujetti aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié, ne pas faire partie d'un groupe de société et avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou bien avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Donc en fait, on regroupe notamment les conditions pour pouvoir bénéficier du fonds de solidarité. En revanche, si ces conditions-là ne sont pas remplies, on en revient au principe général du droit. Le second sujet, donc c'est le Covid et son impact sur l'exercice des droits en justice. Alors, ça a eu un impact vraiment non négligeable sur l'accès à la justice. Principale raison étant que les tribunaux ont totalement fermé et les solutions, il existe des procédures d'urgence. On prend beaucoup de délais et du coup, la justice, si elle est nécessaire, ne va plus être forcément le meilleur outil pour se défendre d'une situation conflictuelle avec un prestataire ou d'une difficulté juridique. Il y a une expression qui est très connue parmi les avocats qui dit qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Et voilà, et l'objectif, c'est préserver les relations commerciales. Notre rôle dans ce type de recours, de règlement des différends, c'est
c'est d'analyser la situation et de trouver la solution appropriée. Parce qu'un même conflit, c'est susceptible d'évoluer soit dans le sens d'un apaisement, soit dans le sens d'une aggravation. Et ça va vraiment dépendre des affects qui sont liés à la situation. Et l'avocat est là aussi pour désamorcer parfois des bombes, pour permettre de n'en ressortir que les seuls intérêts économiques d'une activité. Et voilà, et permettre de continuer d'avancer. Il y a plusieurs choses, on peut négocier, il y a du droit collaboratif, donc on peut négocier avec l'assistance d'un avocat ou sans avocat, mais d'avoir un médiateur, on peut négocier avec l'aide d'un tiers, donc ça c'est des cadres des médiations ou des conciliations, ça cadre énormément les parties, donc ce type de traitement d'indifférent, parce que il y a toujours l'autorité judiciaire au-dessus. Les premières audiences se passent chez un juge, donc c'est très contraignant. Et ça impose beaucoup d'autorité et ça met beaucoup de pression à trouver un accord. Il y a d'autres solutions qui sont aussi parfois des outils qui permettent de sortir de conflits, qui sont les actes d'avocat ou les constats d'huissier. Il y a forcément des expertises privées aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe beaucoup de solutions alternatives au procès pour régler et solder une difficulté rencontrée dans le cadre de l'exécution d'un contrat, d'une relation d'affaires. J'enchaîne sans beaucoup de liens, mais rapidement sur une petite question en droit du travail. Vous n'êtes pas sans savoir que, en qualité d'employeur, l'entreprise a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. À défaut de respecter cette obligation, la responsabilité de l'employeur peut être engagée et peut avoir des conséquences financières voire pénales très graves. Je vais juste faire un tour d'horizon très bref sur le retour au travail des salariés là, depuis le 11 mai, avec la réouverture des entreprises, et savoir rapidement ce qu'il faut mettre en place dans l'entreprise. Tout va être adaptable en fait en fonction de l'entreprise, parce qu'il y a aucune entreprise ne fonctionne de la même manière. S'il y avait un simple protocole à respecter, ce serait bien plus simple. Or là, en fait, il faut faire du cas par cas en fonction de son entreprise. Et la personne la plus à même pour juger de ce qui doit être mis en place, c'est l'employeur qui connaît par cœur le fonctionnement de son entreprise. Mais il y a toujours des règles de base à respecter impérativement. C'est que il faut respecter les règles de distanciation d'1 mètre, rappeler tous les gestes barrières aux salariés au besoin en affichant un peu partout les petites affiches qu'on voit finalement dans tous les lieux publics, à savoir qu'il faut éternuer dans son coude, il faut utiliser des mouchoirs ou des papiers à usage unique, il faut se laver les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique, etc. Faire un inventaire de toutes ces règles à respecter, c'est primordial. Et il est aussi impératif pour les employeurs de mettre à jour leur document unique d'évaluation des risques dans l'entreprise. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce document. En fait, à partir du moment où il y a un salarié dans l'entreprise, l'employeur doit évaluer tous les risques auxquels sont confrontés les salariés et les lister dans un document pour les évaluer et mettre en place des actions de prévention le cas échéant. Ce document est extrêmement important parce que, à défaut de mettre en place cela, le risque d'engager sa responsabilité pour l'employeur est très élevé si demain il devait y avoir un accident ou si demain un salarié devait être atteint du Covid-19. En principe, le Covid-19 ne sera pas reconnu par essence comme une maladie professionnelle. Toutefois, si demain l'employeur n'a pas mis en place les mesures et que le salarié peut démontrer qu'au final, au bureau, personne ne toussait dans son coude, qu'il n'y avait pas de savon à disposition, etc., eh bien là, la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée pour manquement à son obligation de sécurité de résultat. Avec Marion, on tenait à faire un petit rappel pour un peu dédiaboliser ce qu'on appelle les procédures collectives. On a à cœur de rappeler que celles-ci, elles doivent être pensées comme un outil au service de l'entreprise. Si elles sont mises en place à temps, si on y pense à temps, si suffisamment tôt, on a le réflexe procédure collective comme outil d'accompagnement d'une entreprise qui pourrait rencontrer des difficultés, alors la procédure collective n'est plus une sanction, mais un véritable outil au service du dirigeant. Plus on pense tôt à ces outils-là, plus on serait à même de passer au travers de difficultés en mettant en place des solutions. Donc évidemment,
je ne vais pas présenter les 2 grosses procédures collectives qui existent, qui elles sont entre guillemets des sanctions qui correspondent à des difficultés avérées et qui sont existantes au jour de la mise en place de la mesure, qui sont le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Quand un dirigeant présage de difficultés, les voit arriver, sans qu'il va connaître des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de son entreprise, il peut solliciter la mise en place de procédures collectives qui vont lui permettre à un instant T d'arrêter sa trésorerie, de mettre sur le côté la trésorerie et éventuellement un bilan négatif pour permettre de regarder son activité perdurer hors bilan, s'offrir quelques mois pour observer la viabilité de son activité et si celle-ci est viable, pouvoir ensuite réintégrer le bilan via la négociation, via des compromis pour pouvoir voilà, perdurer dans la continuité. Il existe en amont des préventions qui sont le mandat ad hoc et la conciliation. Donc, ces 2 outils-là ont l'intérêt d'être confidentiels. Donc, totalement, c'est dans le secret complet des seuls créanciers qui sont mis dans la confidence de ces procédures-là, qui permettent de négocier amiablement des dettes avec l'assistance d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur désigné par le président du tribunal. Et ça permet de colloquer quelques-uns de ces plus gros créanciers. Souvent, on va avoir les bailleurs, on va avoir les organismes sociaux et les banques, sans que le marché économique, donc les prestataires, les fournisseurs, les clients, soient informés, alertés d'une situation de difficulté d'une entreprise. Donc, ce sont vraiment de véritables outils, surtout ça permet de colloquer autour de la table. C'est vraiment des outils qu'il faut savoir manier, qu'il faut garder dans un coin de son esprit au cours de son activité. Et pour s'éviter d'avoir des drames économiques, il faut penser à celles-ci, donc qui sont le mandat ad hoc, la conciliation, éventuellement la sauvegarde ou la sauvegarde financière accélérée. Mais là, on sort de la confidentialité, on est déjà dans de la procédure collective plus classique. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a le droit, qui est voilà, l'outil et qui est le cadre dans lequel s'exerce toute activité et qui est l'arme ultime, hein, parce qu'au bout du bout, le droit aura raison. Si vous saisissez un juge et que vous allez jusqu'au bout, c'est forcément la règle de droit qui trouvera à s'appliquer. Mais en amont, sur ce chemin-là, il y a beaucoup d'autres solutions, l'amiable, la transaction, il y a beaucoup de choses qui existent. Le droit, ça permet de donner des clés dans ces négociations-là ou pas, mais voilà, on prône un droit collaboratif.